Bonjour à tous, bonjour Christophe Sirugue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc effectivement le rapporteur du projet de loi travail qui commence son marathon parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, examiné par la Commission des affaires sociales. Votre mission en tant que rapporteur, c'est de trouver un accord, un compromis entre les députés socialistes qui ne veulent pas de mesures jugées libérales et un gouvernement qui en voudrait davantage. Est-ce que c'est pas tout simplement mission impossible ? Non, je pense qu'à un moment, il faut qu'on revienne à l'essence du texte, c'est-à-dire trouver en effet cet équilibre, non pas entre les différentes composantes, mais entre un marché du travail qui a évolué, une protection des salariés qu'il faut maintenir, et donc trouver les mesures qui permettent à la fois de s'adapter tout en faisant attention à ce que l'avenir de nos salariés ne soit pas sacrifié dans ce pays. Vous êtes quoi, le casque bleu de la gauche quand on voit le terrain miné qu'a représenté cette loi ? Non, je pense qu'à un moment, quand on travaille sur ces questions depuis longtemps, on peut peut-être apporter quelques éléments pour essayer de faire progresser la réflexion et puis l'évolution législative, parce que ce qui est important à partir de cet après-midi, c'est que c'est une évolution législative possible dans ce texte. Vous êtes dans quel état d'esprit ? De collaboration, de lutte face au gouvernement ? Vous, dans quel état d'esprit vous êtes ? Ça dépend des sujets. Il y a des sujets sur lesquels je pense que nous devons ensemble trouver des formules. Nous sommes dans un dialogue, enfin en tout cas je suis dans un dialogue avec le gouvernement. Bon, il est clair que s'il y a un blocage à un moment, je prendrai mes responsabilités, mais pour l'instant ce n'est pas ce que je constate dans les échanges. Y compris peut-être proposer des amendements qui ne pourraient ne pas avoir l'assentiment du gouvernement, mais je ne suis pas dans cet état d'esprit pour l'instant. Alors justement, venons-en aux mesures qui font et qui posent problème. Il y a la question du licenciement économique, la définition du licenciement économique. Actuellement, le texte prévoit qu'un licenciement puisse être justifié pour motif économique après 4 trimestres consécutifs de baisse du chiffre d'affaires, quelle que soit la taille de l'entreprise. Vous dites, priorité notamment aux PME, il faut adapter en fonction de la taille de l'entreprise, c'est bien ça ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on attend 4 trimestres pour une toute petite entreprise pour constater qu'elle est en situation économique difficile, l'entreprise n'existera plus. Donc il faut qu'on tienne compte de cette réalité-là. Et donc il y a un amendement qui a été adopté hier par la Commission des affaires économiques que j'avais travaillé avec le rapporteur Yves Blein, qui permet de distinguer jusqu'à 10 salariés, de 10 à 50 salariés et au-dessus de 50 salariés, et d'adapter les critères en fonction de cette évolution-là. Donc très concrètement, en dessous de 10 salariés, ça serait combien de trimestres de période ? On est plutôt sur un trimestre en dessous de 10 salariés. En dessous de 50, on est plutôt sur 2 trimestres et on en resterait à 4 trimestres pour au-dessus de 50. L'état d'esprit, c'est faciliter les licenciements pour les PME et les durcir pour les grandes entreprises ? Non, je ne le durcis pas pour les grandes entreprises puisque je reste à 4 trimestres. L'état d'esprit, c'est de se dire, l'intérêt, c'est que l'entreprise demeure. C'est pas que l'entreprise soit mise en difficulté parce que si l'entreprise ferme ses portes, les salariés n'ont plus d'emploi. Donc il faut qu'on permette les mesures d'accompagnement nécessaires quand la difficulté économique est constatée. Et donc, encore une fois, la trésorerie d'une toute petite entreprise ou d'un artisan, c'est pas la même que la trésorerie ou que l'accompagnement bancaire d'un très grand groupe. Autre point qui est discuté, c'est le périmètre justement de ces licenciements économique. Actuellement, le texte qui va être examiné prévoit qu'on ne prenne en compte que la situation d'une entreprise en France et qu'on ne regarde pas à l'étranger ou en Europe si elle a des filiales. Est-ce que pour vous c'est acceptable ça ? En l'état actuel, je considère que ce n'est pas un bon périmètre parce que nous avons besoin de tenir compte de la relation entre la filiale et le groupe. Le risque, c'est tout simplement que le groupe mette en situation difficile sa filiale pour justifier ensuite sa fermeture. Donc ça fait partie du point de discussion en ce moment avec le gouvernement, un peu difficile. Vous souhaiteriez quoi ? Moi, je souhaiterais qu'on tienne compte de la réalité du groupe. Alors après, il faut qu'on regarde quelles adaptations sont possibles, mais on ne peut pas considérer que le groupe n'est responsable en rien de ce qui se passe au niveau de sa filiale, surtout quand on est dans la même activité. Pour vous, le périmètre français, c'est insuffisant ? Vous voudriez le périmètre au niveau européen, au niveau mondial d'une entreprise ? La Commission des affaires économiques hier a proposé un périmètre européen. Aujourd'hui, nous avons un périmètre international. Je ne pense pas que ce soit une question de savoir si c'est européen, international. Je pense que la question, c'est de savoir si on reste sur le périmètre France. Je pense que c'est une erreur pour l'instant. Est-ce que vous n'êtes pas là aussi, en quelque sorte, pour enterrer cette loi au fur et à mesure du marathon parlementaire ? C'est en tout cas ce que craint le patronat. Écoutez, je pense que le patronat doit intégrer le fait que dans cette loi, on propose des accords d'entreprise, ce qu'il demandait depuis longtemps. Je pense qu'il faut qu'ils tiennent compte des évolutions qui sont possibles dans cette loi, mais comme dans toute loi, elle a des avancées, elle ne peut pas être la victoire que des uns ou la victoire que des autres. C'est une loi qui doit permettre cet équilibre que je rappelais tout à l'heure. Et en tout cas, moi, je serai garant de cet équilibre. Vous dites quoi au patronat ? N'ayez pas peur ? Oui, je dis au patronat qu'on n'est pas leurs ennemis. La preuve, c'est qu'on travaille sur un texte qui permet à la fois des évolutions du Code du travail, mais aussi le respect des droits des salariés. Vous pensez réellement pouvoir aboutir à un compromis entre les députés socialistes et le gouvernement, l'État ?
Je pense que ça dépendra de la manière dont vont se dérouler les travaux en commission. Ça dépendra bien évidemment des réponses qui seront faites aux rapporteurs sur les évolutions que je suggère. Mais c'est l'objectif qui est le mien. L'objectif qui est le mien, ce n'est pas d'arriver à un blocage. L'objectif qui est le mien n'est pas de sacrifier les objectifs fondamentaux de ce texte. Donc c'est d'essayer de trouver cet équilibre. Et encore une fois, pas un équilibre à n'importe quel prix, mais un équilibre qui ait du sens par rapport au projet. En l'état actuel, vous pensez que ce texte pourrait être voté par une majorité de députés socialistes ? En l'état actuel, peut-être pas. Au terme des travaux parlementaires, je l'espère. Vous, la première version de ce texte, vous l'auriez voté ? Non. Non, je l'avais dit, la première version était une version que je considérais totalement déséquilibrée. Nous sommes aujourd'hui... Moi, je considère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau texte. Partons sur ce nouveau texte, analysons ce nouveau texte. Alors, vous étiez hier soir à Matignon, vous y serez encore dans quelques minutes pour un petit déjeuner avec la majorité, avec le Premier ministre. Dans quel état d'esprit vous le trouvez, Manuel Valls, sur ce texte-là ? Très sincèrement, à l'écoute. Très sincèrement, dans la volonté de faire aboutir ce texte. Donc, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai avec le gouvernement, avec Myriam El Khomri, avec le Premier ministre, un échange permanent et qui me permet de dire qu'aujourd'hui, nous avançons dans le bon sens. Est-ce que vous avez la crainte que le gouvernement, s'il y a un blocage, puisse éventuellement utiliser l'article 49.3 qui permet de faire adopter un texte sans vote par les députés ? Je n'en entends pas parler en ce moment. Dans aucun de mes échanges avec le gouvernement, on ne me met en avant le 49.3. Après, bien évidemment, en fonction des évolutions, il a sa responsabilité. Mais en tout cas, ce n'est pas pour l'instant l'objectif que je me fixe, bien évidemment. C'est souhaitable ? Non. Je pense qu'il faut, sur un texte comme celui-ci, que nous essayions de trouver un équilibre, encore une fois, qui permette d'éviter le recours au 49.3. Je ne crois pas que sur une évolution du Code du travail, sur une question de négociation collective, on puisse conclure la négociation collective par un acte d'autorité. Merci beaucoup, Christophe Siroux. C'est à vous, William. Merci, messieurs. Dans quelques instants, avec Sarah Doraghi, nous reviendrons sur un festival de reportages, de grands reportages, particulièrement engagés. Et alors, engagés vers quoi ? Pourquoi ? Vous le verrez dans quelques instants. À tout de suite.